Chère Florence, nous avons le plaisir de t'inviter à inaugurer la rubrique Les pionniers du Rorschach sur notre site de la Société du Rorschach et des méthodes projectives. Nous avons souhaité venir t'interviewer dans les locaux de la CPA, dont tu es la vice-présidente et que tu as créé avec Annie Anzieux, je crois, en 1984. Nous allons passer un moment avec toi pour retrouver le passé, le présent et penser le futur. De la psychanalyse de l'enfant et puis aussi de la contribution des méthodes projectives. Il me semble que tu as étudié à l'université de Genève dans les années 50 et que tu as rencontré un certain nombre de nos maîtres d'ailleurs lors de tes études, dont Piaget, Heider, André Rey et puis aussi Marguerite Lossy-Usteri. Quel est ton regard sur tous ces travaux, leur devenir? Comment tu as pu t'appuyer sur ces travaux de ces grands maîtres? Et puis peut-être aussi nous dire dans quelles circonstances tu as été amené à les rencontrer et à travailler aussi avec eux. Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être la première interviewée pour cette vénérable institution de la Société de Rorschach. Ça me renvoie bien des années en arrière et à une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée et dont j'ai compris beaucoup plus tard à quel point elle avait été privilégiée du point de vue de l'enseignement. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer pendant mes études des gens qui avaient une compétence tout à fait remarquable, dont Jean Piaget, Heider qui était remarquable aussi, André Rey, celui de la figure complexe, et puis Marguerite Lossy-Usteri, puisqu'on parle de test projectif, dont j'ai suivi l'enseignement pendant 3 ans. Alors c'était une petite dame avec un petit chignon et des lunettes qui arrivait et qui s'installait dans l'amphi et qui nous parlait immédiatement comme si nous avions tous une culture en psychopathologie et en psychanalyse dont je ne sais pas très bien quels étaient pour elle les tenants et les aboutissants essentiels. Je pense que Jung et Freud étaient à parts égales. Il faut dire que, bon, c'était moi j'ai commencé mes études en 1953 et la fin de la guerre n'était pas loin et que pendant la guerre, les Suisses avaient maintenu la présence psychanalytique en grande partie à l'aide de personnes qui avaient également, pas seulement, mais des attaches avec Jung et sa clinique du Mercredi. Donc, pour revenir à Marguerite Lossy-Usteri, elle avait une aisance extraordinaire de la parole et elle nous racontait le Rorschach, le DAT et combien ces tests projectifs étaient importants pour comprendre mieux la manière dont fonctionnait le psychisme. Or, c'est vraiment là que j'ai eu de la chance, parce que travailler avec Piaget comme je l'ai fait dès le premier jour de mes études en psychologie, puisqu'il nous immergeait complètement dans les recherches qu'il était en train de faire, travailler en clinique avec André Rey, qui était un clinicien exceptionnel, avoir Heider qui nous parlait de toutes les écoles de psychologie, y compris la psychanalyse de tous les pays, j'ai pas mesuré ma chance. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le Rorschach? Alors, j'ai découvert petit à petit combien c'était un test passionnant. Le TAT aussi. Mais peut-être que j'ai plus d'affinité avec cet aspect spontané, créatif, abstrait aussi, fruit du hasard. Oui, je défends. Oui, et esthétique extraordinaire. Moi, je trouve que c'est très très beau, c'est un test très très beau. Et alors,
Je pense que c'est aussi un test qui est d'une telle exigence que quand on le fait passer à quelqu'un, on ne peut pas, ce quelqu'un ne peut pas répondre autrement que ce qu'il est. C'est-à-dire, le Rorschach ne ment pas. Le Rorschach ne ment pas, absolument, absolument. Et avec les enfants, c'est très intéressant parce que sorti de la situation un peu schématique où un petit enfant dirait c'est un personnage ou c'est un objet, très très vite on peut reprendre les choses et puis entrer en fait de façon beaucoup plus délicate et subtile et importante dans sa fantasmatisation. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui avait beaucoup animé Marguerite Lossier-Usteri, parce qu'elle a publié une recherche qu'elle a faite en 1938 sur une cohorte importante d'enfants, je crois 250 enfants, avec lesquels elle avait travaillé et où elle avait pu dégager leur singularité. Alors elle ne le disait pas comme ça à l'époque, mais ça revient à penser que pour elle, le Rorschach est effectivement un espace à la fois de liberté, de pensée et d'expression de mouvements enfouis, parce qu'elle s'était aussi intéressée beaucoup aux enfants qui présentaient des déficiences, et je crois que tu as été tu as travaillé aussi en Suisse avec Ajuria Guerra autour des enfants qui présentaient une déficience. Alors oui, pas avec Ajuria, mais après Ajuria. C'est-à-dire, tu veux que je te raconte ça? Ah ben oui, ça c'est aussi une façon. Ajuria s'est beaucoup intéressée à l'espace, l'image du corps, et on travaille toujours avec ces concepts-là lorsqu'on analyse un Rorschach. Alors d'abord, je voudrais ajouter à propos de Marguerite Lossier-Usteri, c'est qu'effectivement, elle avait une nosographie qui était à elle, enfin qui était très, très conforme à la nosographie psychiatrique du temps, mais avec quand même sa touche personnelle. Et je dois dire que pour des élèves en psychologie en première année, c'était quand même assez impressionnant de voir combien elle pouvait décrire à partir de Rorschach des tableaux psychiatriques dont nous n'étions pas encore en fait familiers, avec lesquels nous n'étions pas encore familiers. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Alors Ajuria Guerra, ça c'est l'autre chance que j'ai eue dans ces années-là, c'est-à-dire que non, j'ai eu plein de chance. D'abord, j'ai commencé à travailler très jeune, comme stagiaire, comme psychologue clinicienne, et on a créé pour moi le deuxième poste de psychologue clinicien du service qui s'appelait à l'époque d'observation des écoles, donc c'est une CNPP actuelle, et le premier poste de psychologue, quand même c'est intéressant de le savoir, datait de 1905 et il a certainement été créé par Claparède. Parce que derrière ou avant Piaget, Nelder et Lossier-Usteri, il y a eu Édouard Claparède. Pierre Beauvais et Édouard Claparède. Absolument. Ils ont créé l'Institut Jean-Jacques Rousseau en 1912. Voilà. On peut revenir un petit peu sur Julián de Ajuria Guerra, ce grand psychiatre espagnol et psychanalyste. Oui, parce que j'aimerais lui rendre hommage aussi, parce que j'ai énormément bénéficié de son arrivée comme professeur de psychiatrie à Genève. C'était en 1960, quelque chose comme ça? Oui, 59. 59. C'était quelqu'un de tout à fait exceptionnel. C'était un neurologue de renom. Le voir faire un examen neurologique, c'était absolument extraordinaire. C'était d'une beauté. Enfin, ça avait quelque chose de presque d'une danse.
Il avait écrit avec Ecan le cortex cérébral, donc c'était un neurologue japonais, et en même temps, il avait une expérience analytique personnelle. Il a dit à tout le monde, les psychologues et les psychiatres, les orthophonistes, tout le monde, mais faites une expérience analytique personnelle. Et ça s'est trouvé à un moment où Genève était devenue la ville dans laquelle les futurs créateurs de sociétés, des sociétés italiennes, espagnoles, portugaises, venaient à Genève pour être formés parce qu'il n'y avait rien dans leur pays. Donc j'ai eu la chance aussi de connaître tous ces gens-là qui sont ensuite devenus les pionniers, les présidents des sociétés de leur pays. Oui, Luis Martin Carré, tu l'as... mais bien avant. Manuela Utria. Oui, aussi. Pedro Luzes, dans les Italiens, il y en a aussi, j'en oublie là maintenant. Mais bon, c'était merveilleux parce que c'était un microcosme tout à fait intéressant. Juria m'a appris à faire de la recherche. Oui. Et ça, je lui en ai une gratitude infinie. La méthode. C'est-à-dire que lui, il a importé la méthode qu'il avait à Paris, oui. À savoir une équipe pluridisciplinaire qui se réunit et qui étudie un champ commun. Et donc avec Ajuria, on a travaillé les troubles du langage, les dysphasies. Les dys, maintenant, c'est très à la mode de nouveau. C'est lui qui en a été le grand... Oui. C'est lui qui a découvert la dysphasie, la dyspraxie. Alors, la dyspraxie, il avait travaillé à Paris. Dysphasie, ça a été à Genève. Et sur ce, j'ai eu par Gaston Garonne, qui était aussi qui était le second professeur de psychiatrie nommé après Ajuria pour la psychiatrie ambulatoire. J'ai eu la chance d'avoir une bourse qui venait du Fonds national suisse pour la recherche scientifique, donc notre petit CNRS mais suisse. Évidemment, avec un thème à respecter, c'était la débilité, la déficience mentale. Oui, c'était presque une cause nationale de recherche à cette époque, la déficience mentale. Oui. J'ai cherché à étudier, toujours avec une équipe pluridisciplinaire, donc les troubles de la symbolisation chez les débiles mentaux. Et c'est là qu'il y a eu le point de passage parce que, après, quand je suis arrivée à Paris, Mises a été enthousiasmé par ce que j'avais publié là, bien sûr. Avec mon équipe. Et voilà, l'histoire continue après autrement. Eh bien, ce parcours, ce riche parcours, t'a amené aussi à écrire un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier, comme je disais tout à l'heure, Quelle psychanalyse pour le XXIe siècle. Et puis il y a aussi, je crois, en préparation de futurs tomes, et puis aussi la nouvelle parution Au vif de l'infantile, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Et alors, comment tu pourrais nous parler de ces nouvelles grammaires que tu as pu observer, ces nouvelles grammaires de la projection? Comment tu les comprends maintenant, avec toute cette expérience, ce parcours si riche, et ces rencontres aussi si variées et riches également? Alors, si on recentre sur ce que peut représenter le Rorschach, enfin, les tests projectifs, puisque c'est ça que tu demandes. Oui. Je pense que c'est un contrepoids extrêmement important et intéressant à une sorte de suprématie du verbe qui risque de menacer les psychanalystes. Enfin, quand je dis c'est un euphémisme qui risque de menacer, mais enfin bon. Je pense dans la communauté même, tu veux dire. La communauté, oui, dans la communauté, oui, c'est ça.
Alors, c'est intéressant, pas seulement, mais aussi avec les enfants, bien sûr, qui ont quand même des compétences verbales encore pas complètement développées. Et autant j'aime travailler avec le langage des enfants à leur niveau, surtout les petits, parce que c'est une mine et une richesse, une poésie extraordinaire. Et c'est tellement proche de l'inconscient, autant je pense qu'effectivement, on aurait tort d'abandonner l'image et la projection qui a été étudiée par les tests projectifs. Parce que je crois que c'est un angle d'approche qui est très intéressant pour notamment essayer d'aborder, mais toi tu le dirais beaucoup mieux que moi, d'aborder l'intérêt et la confiance que peut avoir l'enfant dans ses capacités à envisager un autre point de vue que le sien, juste faire d'autres assemblages. Faire d'autres assemblages, oui. Ou voir d'autres choses, notamment le Rorschach, parce que tu as des enfants qui tournent les planches, tu en as qui ne les tournent pas. Oui, par exemple. Absolument, absolument. Ouais. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi tout un révélateur de traces aussi, de traces de relations précoces, oui. Mais aussi de traces d'organisation oedipienne, d'identification aussi féminine, masculine. Et est-ce que tu as l'impression que, alors peut-être au fil de toutes ces années, tu as gardé ces traces justement de l'enseignement, alors pour revenir à Marguerite Lossny-Usteri, mais de ce que l'enfant pouvait révéler de sa singularité, de sa perception, de sa projection, des traces de projection de ces liens. Oui, certainement, certainement. Je pense que j'ai peut-être changé de nosographie, on pourrait dire ça, oui. Par rapport à ce qu'elle nous proposait, parce que bon, le temps a passé, que j'ai été très intéressée par les travaux des Français comme Lebovici, Diatkins, Soulet et Michel Fin, Denise Braunschweig, etc. Et aussi par les travaux anglais, de l'école anglaise, en allant de Melanie Klein à Lyon en passant par Winnicott pour résumer de façon injuste pour les autres. Donald Meiser peut-être aussi, tu as bien connu. Ça oui, j'ai énormément appris avec lui. J'ai eu une chance fantastique de le traduire extemporanément. Absolument. Pendant des années, il venait 3 fois par année, 3 week-ends par année. C'était un enseignement absolument irremplaçable. Alors, j'ai changé de nosographie, mais et donc je pense que, par exemple, pour les planches du Rorschach, je serais plus intéressée à écouter la dynamique de l'organisation de l'opposition dépressive et des défenses qui s'y opposent. Notamment le clivage et la projection perceptoire de la position paranoïde schizoïde. L'espoir, enfin le degré d'espoir des enfants pour se sortir de difficultés qui les impactent ou qui impactent leur famille, la confiance en eux, donc leur sentiment d'identité, je trouve que c'est quelque chose que les tests projectifs permettent d'aborder mieux qu'un long discours.
Oui, et toute la complémentarité d'ailleurs des différents tests, aussi bien le Rorschach que le CAT, Pâte Noire, le TAT, le Cénotest aussi. Ça révèle aussi tous ces processus de jeu qui sont proches aussi de ce que les enfants aussi peuvent révéler dans le cadre des psychothérapies. Leur appétence pour le jeu ou bien leur inhibition et les méthodes projectives à ce niveau-là peuvent contribuer à aider aussi le thérapeute à y voir un peu plus clair, et les parents aussi surtout, et l'enfant surtout lui-même aussi. C'est vrai, le Cénotest en fait c'est quelque chose que j'ai utilisé de façon très peu diagnostique, parce que le matériel est devenu très vite un matériel de jeu. Mais ça l'était au départ. Oui. Ça l'était. Alors, je trouve que c'est beaucoup moins systématique et donc beaucoup moins systématisé, mais c'est peut-être juste l'utilisation que j'en ai, que le Rorschach. Enfin, je trouve que le Rorschach, c'est plus subtil. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est d'une autre. C'est un autre support. Champ. Oui, c'est un autre champ parce que le Cénotest est un jeu. C'est une sollicitation par l'action, par le sensorimoteur, par le jeu. Et le Rorschach est une proposition de projection du sensorimoteur. À partir de l'inanimé, il faudra faire de l'animé. Alors que le Cénotest invite à investir l'espace d'une autre façon et à projeter sur l'espace d'une autre façon. C'est comme c'est le jeu de l'enfant, quoi. C'est le jeu de l'enfant. Absolument, absolument. C'est le jeu de l'enfant et c'est le jeu de l'enfant avec l'espace et le temps. Nous te remercions beaucoup au nom de la Société du Rorschach, de notre président Pascal Roman, qui était très ému d'ailleurs que tu sois la première interviewée, car sa grand-mère, son aïeule, était une assistante de Claparède, et elle s'appelait Hélène Kraft. Et donc, voilà ce qui nous a révélé il y a quelques jours, et effectivement, cet aller-retour entre le passé, le présent, et puis aussi le futur. Quel serait, finalement, on pourra peut-être faire comme la fée de Pâte Noire, quels seraient tes vœux pour les années à venir? Justement, tu es très centré dans ton dernier ouvrage sur ce message d'espoir, et aussi c'est toutes tes réflexions à propos de l'avenir de l'enfant, et même tu avais évoqué dans la conférence que tu as faite pour les 20 ans de la CPH sur les veilleurs dans la nuit. Les veilleurs dans la nuit. Pour l'amour du vivant. Pour l'amour du vivant, voilà. Et je pense que qu'est-ce que tu en dirais là actuellement pour l'amour du vivant? Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ce qui traverse les siècles comme une constante dans l'être humain, c'est son infantile, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui a quand même été mis en évidence par Freud lorsqu'il a eu cette idée géniale que la névrose infantile avait une correspondance adulte dans la névrose de transfert, c'est-à-dire que l'infantile traverse les âges en restant très très fidèle à lui-même, et que je pense que les enfants du futur ont un infantile qui aura peut-être une plus grande... pour lequel ils s'autoriseront à se battre davantage que leurs parents et leurs grands-parents qui ont un peu amoché et même beaucoup la planète. C'est ce que je vois dans la toute jeune génération. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que sur le plan du travail du psychothérapeute, du psychologue, clinicien, aussi bien celui qui fait passer les tests que celui qui soigne les enfants, je pense que nous aurions un avantage, surtout en France, où c'est heureusement porté par l'association dont tu fais partie, à travailler, continuer à travailler, peut-être ouvrir encore davantage le champ de l'étude des tests projectifs, parce que c'est un champ intermédiaire, c'est une voie d'approche
qui me semble être d'autant plus intéressante actuellement que on a une beaucoup plus grande liberté dans l'expression artistique. On le voit dans l'art postmoderne, que parfois d'ailleurs je ne comprends absolument pas, mais ça ne fait rien. C'est intéressant parce que ce sont des productions qui sont non verbales et extrêmement expressives. Donc bonne chance pour continuer dans cette étude des tests projectifs. Nous te remercions infiniment, Florence. À bientôt. À bientôt.